Pour faire l'étude du système cardio-respiratoire au sens large qui suivra dans la prochaine série, il est essentiel de débuter avec l'étude du sang. En effet, ce liquide vital est le fil conducteur entre les 4 systèmes mis en relation sous l'étiquette cardio-respiratoire. Le système cardiovasculaire, le système pulmonaire, le système immunitaire et le système lymphatique. Un adulte possède environ 5 litres de sang. De quoi est fait le sang? Lorsqu'on fait un prélèvement sanguin, on obtient le classique liquide visqueux rouge foncé. Pour voir les composantes du sang, il faut lui faire subir une centrifugation. Cette technique de laboratoire permet de séparer les constituants du sang selon leur masse. On verra alors apparaître 3 couches distinctes dans notre éprouvette. La partie jaunâtre sur le dessus et le plasma, qui représente 55% du liquide. La deuxième couche est un mélange de plaquettes et de globules blancs, ce qui représente environ 1% du volume, et le reste, 44%, est constitué de globules rouges. Le plasma. Le plasma est la partie liquide du sang. Elle est constituée 91% d'eau. Le reste est fait de sels minéraux, de protéines, de lipides et de glucides. On retrouve entre 2750 à 3300 ml de plasma dans le corps humain. Le plasma sert au transport des cellules sanguines, des déchets, des nutriments, des hormones et des anticorps. Les globules rouges. Les globules rouges, aussi appelés hématies ou érythrocytes, sont des cellules anucléées, c'est-à-dire qu'elles ne possèdent pas de noyau. Elle fait entre 7 à 9 micromètres de diamètre. C'est une cellule souple, en forme biconcave, qui contient de l'hémoglobine. C'est grâce à cette protéine contenant du fer que le globule rouge est un transporteur efficace de dioxygène et de dioxyde de carbone. Les globules blancs. Les globules blancs, ou leucocytes, regroupent plusieurs types de cellules différentes aux allures très variables. On en retrouve 5 principaux qu'on distingue avec la forme du noyau. Les lymphocytes, avec un noyau bien dense, est le plus petit des globules blancs, avec 7 micromètres de diamètre. Le basophile a un noyau en forme de trèfle. Il mesure 12 micromètres. L'éosinophile a un noyau bilobé et 12 micromètres de diamètre également. Le neutrophile, lui, a un noyau trilobé et fait également 12 micromètres. Le monocyte est le plus gros des globules blancs, avec 17 micromètres. Il possède un noyau en demi-lune. Les globules blancs sont des cellules protectrices du corps. Ils vont reconnaître les antigènes étrangers pour éliminer les virus et les bactéries. Ils vont aussi évacuer les cellules mortes ou endommagées. Les plaquettes. Les plaquettes ou les thrombocytes sont des fragments de cellules entre 1,5 et 3,5 micromètres de diamètre. Dépourvues de noyau, les plaquettes ont pour fonction d'aider à la coagulation. Les fonctions de chaque constituant seront décrites plus en détail dans différentes sections des épisodes de cette série. Les groupes sanguins. Quand on pense sang, on pense tout de suite à groupe sanguin. Es-tu A+ ou B-? Voyons maintenant comment on détermine le groupe sanguin d'une personne. Différence, antigènes et agglutinines. Il faut commencer par présenter les responsables des groupes sanguins. On parle ici des agglutinogènes et des agglutinines. Les agglutinogènes font partie de la famille des antigènes. Ce sont des molécules qui sont présentes à la surface des cellules. Ici, on parle des globules rouges. Ça peut être des protéines, des lipides ou des glucides. Elles sont une espèce de carte d'identité qui permet de déterminer si la cellule appartient bien au corps de l'autre. Les agglutinines, elles, font partie du groupe des anticorps et sont membres de l'arsenal de défense immunitaire. Ce sont des protéines qui ont une grande complémentarité avec un antigène spécifique, comme une clé et une serrure. Elles vont reconnaître cet antigène, s'y lier et provoquer une réaction d'agglutination. On reparlera dans la vidéo UV3 saison 3 épisode 3 sur le système immunitaire des mécanismes de la réaction immunitaire. Le système ABO. Les premiers groupes sanguins définis sont les groupes A, B, AB et O. La présence d'agglutinogène A à la surface des globules rouges définira un groupe sanguin A. Chez cette personne, on aura des agglutinines anti-B qui vont s'assurer qu'il n'y a pas de globules rouges étrangers portant des agglutinogènes B. De la même manière, si les globules rouges portent des agglutinogènes B, la personne sera de groupe B et aura des agglutinines anti-A. Une personne qui aura des agglutinogènes
A et B sera du groupe AB et n'aura aucune agglutinine. À l'inverse, une personne qui n'a aucune agglutinogène sur les globules rouges sera du groupe O et possède les deux types d'agglutinine, les anti-A et les anti-B. Le système Rhésus. Pour savoir si une personne est de groupe positif ou négatif, c'est le même principe. Si elle possède des agglutinogènes RH pour Rhésus, elle sera positive et n'aura pas d'agglutinine anti-RH. Si elle n'a pas d'agglutinogène RH, elle sera négative et aura des agglutinines anti-RH. Juste pour voir si tu as bien compris, voici 4 individus avec une vision de leur globule rouge. Détermine leur groupe sanguin, ABO, plus ou moins. Comme d'habitude, fais pause pour réfléchir avant d'aller voir les réponses. Pour déterminer le groupe sanguin d'une personne, on va mélanger l'échantillon avec des agglutinines anti-A, anti-B et anti-RH. Lorsqu'on aura une réaction, on pourra conclure que l'agglutinogène visé par l'agglutinine est présent dans le sang. Ainsi, sur l'image, on voit que le premier échantillon a réagi à l'anti-A, mais pas à l'anti-B. On peut conclure que cette personne est de groupe A. Et ainsi de suite pour les 4 échantillons. Les transfusions sanguines. Si une personne subit un accident, par exemple, et qu'elle perd du sang, elle aura à subir une transfusion sanguine. Mais est-ce qu'on peut donner n'importe quel sang à cette personne? Non. À cause de ce qu'on vient d'expliquer sur les agglutinogènes et les agglutinines, il faut s'assurer que le sang qui sera donné soit compatible, c'est-à-dire qu'il ne contient pas d'agglutinogènes contre lesquels les agglutinines du patient pourraient s'attaquer. Bref, il ne faut pas donner du sang B à quelqu'un qui possède des agglutinines anti-B. Pour simplifier, voici un schéma des différentes possibilités de transfusion. On voit que le AB+, peut recevoir du sang de n'importe quel donneur, car il ne possède aucune agglutinine. À l'autre bout du spectre, on a le O négatif, qui peut recevoir uniquement du sang des O négatifs, car il contient tous les agglutinines potentielles. Par contre, cet individu peut donner à tous, car il ne présente aucun agglutinogène, pouvant provoquer des réactions immunitaires. On dit donc qu'il est le donneur universel. Une transfusion qui ne respecte pas ces règles va entraîner un choc transfusionnel, qui peut être mortel. En effet, on va remarquer une destruction des globules rouges chez le receveur et une formation de caillots sanguins, pouvant entraîner des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux et des hémorragies. Aujourd'hui, l'incident de choc transfusionnel est presque nul, car les vérifications sont faites de manière très serrée. Il existe par contre un autre risque au niveau de l'incompatibilité des groupes sanguins qui est parfois difficile à prévenir, mais qui se gère plutôt bien. On parle ici de l'incompatibilité materno-fœtale, qui se manifeste en lien avec la présence de l'anti-RH. Une mère Rhésus négatif ne possède pas d'antigène RH. Au cours d'une première grossesse dans cette situation, le sang du bébé et de la mère vont se rencontrer en général uniquement à l'accouchement, ce qui fait que la mère va commencer à produire des anticorps anti-RH, mais ce n'aura pas de conséquences sur le bébé numéro 1. Lors d'une deuxième grossesse, si le bébé est encore de type RH positif, les anticorps anti-RH qui circulent déjà dans le sang de la mère pourraient être transférés dans le sang du bébé. Les anticorps anti-RH vont s'attaquer aux globules rouges du bébé numéro 2 pour les détruire, ce qui peut provoquer la mort du bébé. Heureusement, on peut prévenir la situation en injectant de manière systématique aux mères Rhésus négatifs des gamma-globulines anti-Rhésus, qui éliminent la possibilité de produire des anticorps anti-RH. Il faut savoir que les groupes sanguins issus des systèmes ABO et Rhésus sont les plus anciens, mais ne sont pas les seuls connus. En effet, avec l'avancement des connaissances, on s'est rendu compte que les globules blancs et les plaquettes pouvaient aussi porter des antigènes spécifiques. Dans certains cas, il faudra aller voir au-delà des globules rouges pour déterminer la compatibilité de deux échantillons. Une incompatibilité des antigènes des globules blancs pourrait provoquer des problèmes pulmonaires graves, voire mortels,
et une incompatibilité des antigènes plaquettaires pourrait provoquer la destruction des plaquettes quelques jours après la transfusion, entraînant de grands risques d'hémorragie. Les maladies du sang. Il y a quelques maladies qui peuvent se manifester suite à un mauvais fonctionnement ou à une mauvaise production des cellules sanguines. En voici 3 exemples. L'anémie. L'anémie est un débalancement du nombre de globules rouges dans le corps. Ils ne sont pas présents en assez grande quantité ou n'ont pas la forme adéquate, ce qui perturbe le transport d'oxygène dans le corps. La leucémie. La leucémie, c'est le cancer des globules blancs. Il se manifeste par une production excessive de globules blancs qui peut envahir la moelle osseuse et provoquer une baisse de la production des autres cellules sanguines. Les problèmes de coagulation. Il est possible également que des problèmes soient au niveau de la production des plaquettes. Dans le cas d'une baisse de la production, on parlera de thrombopénie. Il y aura des problèmes de coagulation, c'est-à-dire qu'une blessure d'apparence mineure pourra entraîner une hémorragie, car le corps ne peut pas arriver à réparer la brèche. Le sang continue donc de s'échapper du corps. De l'autre côté du spectre, une trop grande production de plaquettes, ce qu'on appelle une thrombocytose, pourrait entraîner la formation de caillots sanguins, qui pourrait entre autres entraîner un infarctus du myocarde. En résumé, le sang est un liquide vital qui fait le pont dans le système cardio-respiratoire. Il est constitué de plasma, de globules rouges, de globules blancs et de plaquettes. La présence d'agglutinogènes sur les globules rouges va déterminer si la personne est de groupe A, B, O, AB est positif ou négatif. La présence d'agglutinine contre ces agglutinogènes va déterminer l'ordre dans lequel on peut procéder à des transfusions sanguines. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la pompe qui active la circulation du sang. On parlera du système cardiovasculaire.